Je crois qu'une des erreurs, c'est de considérer cette usine du futur comme étant quelque chose de neuf. Un peu comme les médias sociaux, c'est neuf. Là, on est vraiment avec un existant qui est assez impressionnant et qui offre certaines inerties. Et donc, la belle démo qu'on voit à l'usine du futur, c'est très joli, ça donne envie, mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Bonjour, je suis Thierry Reynat, je suis professeur de l'école polytechnique au sein du département Management de l'innovation et entrepreneuriat et je suis également directeur de la chaire Technology for Change de l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, on peut penser qu'une usine 4.0, ce soit une usine basée sur beaucoup de technologies numériques combinées, de fabrication numérique par exemple. Mais finalement, les technologies numériques nous ont conduit à passer d'un mode où c'était quelques acteurs qui possédaient les moyens de production, typiquement à l'époque les maisons de disques, par exemple pour la musique, ou les studios de cinéma pour tout ce qui était vidéo, ou les entreprises de taxi, par exemple pour les taxis, ou les chaînes d'hôtels pour les logements, à une situation où en fait on voit bien que les contenus, dans un premier temps, puis les services et la production de services s'est retrouvée de manière beaucoup plus distribuée. Donc, dans les services, on s'est rendu compte que non pas seulement des employés, mais des individus pouvaient en fait devenir taxi ou devenir livreur, etc. Donc, on peut penser à l'usine 4.0 comme étant un lieu physique qui appartienne à une entreprise particulière, ou on peut penser l'usine 4.0 comme étant finalement un réseau plus large et plus diffus d'unités de production et de transformation. Quand on parle d'industrie du futur, on a un peu l'affichage et puis la réalité. L'affichage, on a tout un tas de secteurs industriels qui dans l'aéronautique, qui dans l'automobile, mettent en avant très souvent une usine, voire un endroit particulier d'une usine qui est finalement un showcase, un démonstrateur, où on peut voir l'ensemble de ces technologies fonctionner ensemble. On va voir des robots collaboratifs, des cobots qui travaillent avec des employés, qui du coup portent des casques de réalité augmentée pour avoir de la réalité virtuelle, etc., etc. Alors ça, évidemment, le besoin est plutôt typiquement présent dans les secteurs de pointe, puisque évidemment ça correspond à des investissements assez lourds en capital. Mais je dirais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les machines à commande numérique, comme on les appelle, sont quand même quelque chose qui date des années 1980. Ça nous rajeunit pas vraiment. Et on voit que ces technologies numériques permettent de plus en plus à des individus de devenir des industriels. D'ailleurs, on a déjà tout un tas d'exemples d'individus qui font leurs propres produits, qu'ils ont designé. À l'heure actuelle, je peux faire mon dessin numérique, le mettre en ligne sur une plateforme qui va m'indiquer le prix de fabrication. Je mets ma marge, des options éventuelles, ça crée une page web et je peux tout de suite mettre en vente ce type d'objet en ligne avec des gens qui achètent. J'ai pas besoin d'investissement, zéro investissement. Donc l'idée, c'est qu'une personne qui peut être un consommateur identifie un potentiel sur un marché. Par exemple, les hoverboards, ça commence à être tendance, ou les trottinettes électriques, ça commence à être tendance, qui trouve un prestataire, alors typiquement en Asie du Sud-Est, qui fait déjà ce genre de choses, qui signe un contrat avec le prestataire, met en vente, sans l'avoir acheté, le produit sur Amazon Marketplace, ou une autre place de marché du genre. Du coup, dès que suffisamment de ventes sont faites, qu'il y a suffisamment d'argent, il paye le prestataire et tout est envoyé directement aux personnes qui l'ont commandé. Donc l'industrie, qui était quelque chose d'assez à part, même jusqu'à très récemment, on avait tendance à contraster l'industrie du reste, quoi. Ce qui se passe dans le contenu, dans les médias, ça c'est pas l'industrie. Puis ce qui se passe avec les VTC et puis avec Airbnb, c'est pas l'industrie. En fait, ce même phénomène est appelé à arriver dans l'industrie. Cette automatisation peut également avoir lieu dans tout un tas d'autres secteurs. On pourrait penser par exemple à la restauration, à des entreprises qui sont beaucoup plus des entreprises de services, à partir du moment où cette combinaison de technologies numériques peut avoir du sens en termes de création de valeur.
Pour toute nouvelle technologie numérique, on a toujours deux vagues. On a la vague 1, c'est les entreprises qui, grosso modo, faisaient ce qu'elles faisaient avant, mais avec des nouvelles technologies. Alors ça change un petit peu les produits, ça change un petit peu les services, mais ça ne change pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle une évolution. Et ensuite, il y a la vague 2, où c'est plus les entreprises qui s'approprient des technologies, mais les individus, les consommateurs, des entrepreneurs, des startups, et c'est ça la révolution. C'est ce qui s'est passé pour l'Internet. La version 1 du web, pour ceux qui se rappellent de la fin des années 90, c'était pas très original. Le web, à la fin des années 90, c'est les entreprises qui se servent du web pour faire ce qu'elles faisaient déjà d'habitude, c'est-à-dire des catalogues. Cette fois-ci, ils étaient en ligne au lieu d'être papier. C'était une évolution. La révolution du web, ça a été le web 2.0, les technologies de plateforme et les médias sociaux, où là, le contenu, il a pu être fait par des entreprises, mais c'est les individus qui sont appropriés ces technologies et qui ont fait quelque chose qui était radicalement différent, y compris des trucs qui auraient eu l'air complètement absurdes, comme une encyclopédie collaborative. Bon, la musique numérique, c'était pareil. Au début, ce sont les maisons de disques qui utilisaient la musique numérique. Le CD, c'est sûr que c'est mieux que le vinyle, enfin, et encore, il y a des débats autour de ça, mais ça change pas grand-chose. Les individus s'emparent des technologies numériques pour faire leur propre musique, ça change tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau des technologies de plateforme dans le service, et c'est ce qui est en train de se passer dans les objets. Et donc, pour l'instant, personnellement, je ne vois pas de champion. Je vois beaucoup de champions de la première vague de l'industrie 4.0, où essentiellement on va prendre des usines qui font quelque chose en particulier et où les utilisateurs sont finalement guère impliqués. Une chose qui est claire, c'est que, absolument fondamentale à comprendre, plus on numérise, plus l'expertise et le temps humain a de la valeur. Donc, si ces entreprises voient l'industrie 4.0 comme étant l'entreprise l'usine entièrement automatisée, où grosso modo on appuie sur un bouton le matin et on appuie sur un bouton le soir pour fermer tout, voire même on n'en a pas besoin de fait parce que tout marche en permanence et puis finalement avec des robots, c'est pas ça. Pas ça du tout. La question, c'est comment on se sert de ces technologies pour permettre à l'humain de se concentrer vraiment sur les tâches qui ont de l'importance. Et au contraire, hein, c'est un vrai défi. Parce que tout simplement, cette automatisation, cette numérisation peut en fait être destructeur de compétences. Dans les usines, un exemple typique, c'est l'exemple des soudures entre différentes pièces. Savoir souder une pièce, c'est quelque chose qui demande de l'expertise. C'est cognitivement très intéressant. En revanche, les 250, 300, 2000, 10 000 soudures après, là pour le coup, c'est beaucoup plus ennuyeux. Donc on pourrait se dire, ben voilà, on va utiliser des robots, le soudeur, le maître soudeur fait sa première soudure, le robot apprend et fait les suivantes. Et donc là on voit bien une relation où le travail ne disparaît pas, et ça permet simplement au maître de se concentrer là où il a son expertise. Cependant, il y a un risque, c'est que ce maître soudeur, il est devenu maître et expert en faisant un grand nombre des 250, 300, 3000 soudures que son maître à lui faisait. Et si ce maître soudeur, c'est un robot qui se met à faire toutes ces soudures, ben, le nouveau maître, il n'émerge pas, il ne s'entraîne pas. Donc il y a des vraies problématiques de comment est-ce qu'on monte en compétence par ces technologies plutôt que de devenir finalement complètement idiot. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'y tromper, hein. Ça peut paraître contre-intuitif, mais plus on numérise, plus on équipe avec ces technologies numériques, et plus l'humain, plus l'expertise humaine a de l'importance. Là, il y a des questions qui sont assez essentielles sur la manière justement dont on se sert de ces technologies pour repenser complètement la logique industrielle. Et parfois, ça veut dire être extrêmement low-tech. Hein. Donc je sais par exemple un projet que je connais dans le domaine du transport de marchandises ferroviaires, où ce qui est mis en avant, c'est un système qui s'appelle DAC, qui est un système 4.0, qui requiert un investissement de entre 10 000 et 30 000 euros par wagon,
Et donc ce DAC permet tout un tas de choses, un attelage automatique, une localisation des wagons, etc. Mais en fait, il faut, pour que ça marche, sauf erreur, que tous les wagons soient équipés. Enfin, le coût en termes de capital est monstrueux. Et pour moi, c'est typiquement le truc qui colle pas. C'est-à-dire que finalement, arrimer des trains ensemble, on n'a pas besoin d'un truc aussi high-tech, hein, parce que du coup, l'idée, c'est de retirer des humains de tout ça. Or, on sait bien qu'une fois que les wagons sont assemblés, il faut que quelqu'un vérifie que tout fonctionne bien, que c'est bien attaché, qu'il n'y a pas de bug, qu'effectivement, il y a tout un tas de vérifications qui sont à faire. Et donc là, pour le coup, on est en train de travailler avec des collègues dans le transport ferroviaire pour développer une approche low-tech. Il y a des moyens vraiment avec des dispositifs très sobres qui tirent profit vraiment des dernières technologies, mais aussi des anciennes. Hein. Par exemple, au lieu d'utiliser la 5G qui est très consommatrice de ressources, on va utiliser des vieilles technologies de type 1G qui fonctionnent toujours, mais pour les usages qu'on en fait, on n'a pas besoin de faire du streaming, hein, c'est pas comme si le wagon regardait Netflix. Là, c'est juste qu'on a besoin d'envoyer et de récupérer des informations de temps en temps. Et ça, du coup, ça montre qu'on est capable d'avoir des approches qui sont extrêmement sobres et qui font des avancées technologiques, qui font de l'usine du futur, simplement parce qu'on s'est posé la question du besoin, du vrai besoin. Et dans ces cas-là, la sobriété, elle est inhérente. Comment est-ce qu'on peut finalement utiliser des technologies numériques de manière à améliorer le rendement, à diminuer le coût, à diminuer l'empreinte énergétique? L'industrie du futur, c'est pas une usine qui fait table rase du passé. Ça, je veux dire, clairement économiquement et je dirais environnementalement, on ne peut pas se le permettre. L'usine du futur, c'est celle qui permet de faire plus avec le passé.